Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, nous recevons Jean Spinette. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes président du CPS de Saint-Gilles et puis coprésident de la Fédération des CPS bruxellois. Avant de parler de tout ça, je m'adresse d'abord aux Saint-Gillois. L'Union qui va aller jouer au stade Roi-Baudouin, c'est un grand moment, ça? C'est un moment particulier d'envahir un monument du football comme celui-là. Je pense que les supporters vont se sentir un peu dans un trop grand, mais je gage qu'ils arriveront à habiter ce lieu avec toute la gouaille saint-gilloise qu'on leur connaît. Vous en serez? Moi, je ne suis pas un grand fan de foot, mais j'aime encore bien aller à l'Union pour l'ambiance. Très bien. Alors, autre ambiance, c'est celle qu'il y a au CPS. Est-ce que les CPS vont dénoncer systématiquement les bénéficiaires d'allocations qui fraudent, qui travaillent au noir? Si vous faites référence au mot malheureux du ministre Philippe de Backer qui s'est exprimé en disant que nous couvririons des fraudeurs qui ont 2 Mercedes devant la porte, disons que les CPS sont des gens sérieux, pour des administrations assez rigoureuses qui octroient le revenu d'intégration et qui ont une fonction rigoureusement sociale. Et donc, effectivement, on octroie le revenu d'intégration. Nous avons, nous aussi, tout intérêt à ce que les fraudeurs n'existent pas et qu'ils soient réduits même à la portion congrue. Donc, nous nous battons au quotidien pour dispenser l'aide sociale et aider les plus démunis de notre territoire. Effectivement, quand on tombe sur un fraudeur, en général, et ça arrive de plus en plus vite avec tous les systèmes de banque de données croisés, c'est clair qu'un fraudeur fait l'objet chez nous d'une suppression immédiate, d'un remboursement, ce qui est souvent dans la situation économique des personnes concernées, parfois bien plus lourd que toute autre sanction, c'est de se voir privé complètement de revenus, ou en tout cas même temporairement dans le cadre de sanctions, et de devoir rembourser les aides perçues. Donc déjà, de manière systématique, les CPS sont très rigoureux sur ces questions. Alors c'est vrai qu'il est autre chose de transmettre ces données tout azimut alors que nous sommes liés dans un secret professionnel qui est le garant de la qualité de notre travail social. Et donc je pense qu'il convient de garder toute la mesure sur ce qui s'appellerait une transmission de données pour dénoncer les fraudeurs. On risquerait, je pense, de sortir des rails qui sont les nôtres d'un travail rigoureux, sérieux d'action sociale. Donc quand Philippe de Backer dit à l'automne, je voudrais ouvrir le point de contact fraude au CPS pour pouvoir recevoir des dénonciations, la réponse est non. Mais les CPS ont déjà des fraudes, des dénonciations au quotidien. Je pense qu'il y a l'envie d'avoir un point de contact pour qu'il soit le réceptacle des fraudes sociales ou de toutes les fraudes. Qu'un ministre en charge de la fraude sociale crée un point de contact et s'organise et que ces fraudes soient envoyées, aiguillées vers chez eux, je pense pourquoi pas. Oui, mais les CPS, eux, ne vont pas renseigner. Est-ce que c'est vraiment le métier des CPS bruxellois à l'heure d'aujourd'hui? Les CPS bruxellois, comme les CPS de toutes les grandes villes, sont au quotidien confrontés à une charge énorme devant une montée de la pauvreté où des gens exclus de tous les autres dispositifs nous arrivent tous les jours. Moi, ce qui m'intéresse, parce que quand une étude a été commanditée par Maggie Debloc, quand elle était ministre de l'Intégration sociale, PwC, qui a mené des enquêtes sur la question, établit la fraude sociale à 4,5-5%. On me cite d'autres chiffres. C'est bizarre, c'est difficile de chiffrer quelque chose qui, par définition, est caché, puisque la fraude, c'est quelque chose de caché. Il est difficile d'estimer celle-ci. Alors, moi, je préférerais me concentrer, si elle est réduite à 5%, dans un premier temps, même si nous sommes systématiques, dès que nous rentrons en connaissance d'une fraude, nous mettons un terme à celle-ci, de se concentrer, s'il vous plaît, parce qu'on a beaucoup de mal à le faire, déjà pour rencontrer tous les défis, des 95 autres %. J'aimerais qu'on se concentre aussi sur cela. Mais si vous dites, quand on repère une fraude, on supprime les allocations, c'est déjà une sanction. Mais est-ce que ce n'est pas un message un peu paradoxal d'envoyer envoyer à la personne qui fraude, de dire, voilà, ça s'arrête là, il n'y a pas de sanction pour le travail au noir? Je pense que la lutte contre la fraude sociale, dans la criminalisation de la pauvreté et dans pas mal de choses, je pense que par rapport à l'usager qui a fraudé ou en tout cas qui aurait travaillé dans des conditions noires, pour peu que ce soit cette hypothèse-là, parce qu'on donne beaucoup de définitions à la notion de fraude, il faut voir ce qui est une fraude ou ce qui ne l'est pas, clairement, vous avez peut-être un travail à effectuer, je pense que c'est aussi le rôle du ministre en charge de la lutte contre la fraude sociale, de se concentrer aussi sur les employeurs. Parce que si du travail au noir existe, c'est peut-être aussi parce que de très nombreux employeurs cherchent de la main-d'œuvre sous cette forme. Et qu'effectivement, je pense que c'est peut-être en amont qu'il conviendrait de remonter. Nous laisser faire notre travail social de la meilleure façon. Si nous pouvons étudier, être tout le temps sur nos dossiers à les suivre, nous réduirons à la portion congrue. Je suis convaincu que nous aider... Pour aller en amont, quand par exemple la justice envoie des enquêteurs au CPS pour avoir des informations sur des dossiers de fraude, est-ce que vous leur ouvrez les dossiers ou est-ce que le secret professionnel... Mais le secret professionnel, ce qu'il y a de bien, c'est que cette réponse appelle un long développement. Je pense clairement que la notion de secret professionnel auquel est lié tous les médecins, les avocats, nécessite pour être levée
des conditions minimums qui sont les garantes de la vie privée, qui sont les garantes de l'article 22 de la Constitution belge. On parle simplement du fait que ce n'est pas parce que vous êtes pauvre que vous êtes privé de vos droits fondamentaux et qu'effectivement, nous sommes tenus à un secret professionnel parce que nous rentrons en connaissance de l'intime des gens. Nous rentrons chez eux, nous examinons avec eux un certain nombre de choses, nous sommes conscients de toutes les situations familiales. C'est normal que nous soyons soumis au secret professionnel, pas pour nous protéger nous, mais pour protéger nos usagers. Et donc effectivement, si un enquêteur veut obtenir des données de notre part, dans le cas d'application de l'article 458 du Code judiciaire, aujourd'hui, du Code pénal, pardon, il est très clair que nous pouvons être entendus en justice. Être entendu en justice, c'est-à-dire être convoqué par un juge d'instruction ou être entendu dans le cadre d'un témoignage en justice. Pas de problème à le faire. Le fait, c'est qu'aujourd'hui, souvent, les enquêtes sociales, les enquêtes qui sont menées, c'est qu'on a un agent de police ou un enquêteur qui appelle comme ça et qui dit « donnez-moi des données sur un tel ». Heureusement qu'on ne le fait pas. Enfin, vous imaginez, si on faisait ça avec votre médecin qui donnait des détails sur votre vie intime, vous n'apprécieriez pas non plus. Tous les CPS ont la même ligne de conduite ? Je pense que tous les CPS sont des gens sérieux qui travaillent rigoureusement à l'application d'une loi, parce que nous sommes des organismes publics et que nous sommes très scrupuleux du respect des droits et des devoirs de nos usagers et de la protection de leur vie privée. Alors effectivement, ça peut paraître parfois contradictoire de préserver un intérêt fondamental et un droit fondamental de notre Constitution et de le faire sérieusement dans les conditions légales à cela destinées. Ce n'est pas pour ça que nous cachons ou nous cautionnons la fraude sociale. Ce n'est pas confondre les deux aspects. Autre dossier lié au CPS, c'est celui du projet individualisé d'intégration sociale, ce qu'on appelle le PIS. C'est un contrat en fait, que doivent signer les bénéficiaires du revenu minimum d'intégration au moment où ils le reçoivent, entre le CPS. Alors avant de dire si c'est bien ou pas bien, qu'est-ce qu'il y a dans ce contrat ? Sur quoi ça porte ? Mais l'idée de signer avec l'usager un contrat, c'est-à-dire où les deux parties s'engagent à avoir des droits et des devoirs, des obligations. Alors, c'est vrai que... Quel type d'obligation ? Quel type d'obligation ? Par exemple, pour un jeune, les 18-25 ans qui sont jusqu'alors soumis au PIS, c'est d'aller au cours, de s'engager à suivre les cours, à présenter les examens, à réussir, à faire un job étudiant, ce genre de contraintes-là. Et en échange, le CPS à fournir le revenu d'intégration, à garantir un accompagnement psychosocial adapté pour que le jeune, éventuellement, ait le droit de discuter avec notre assistant social, prévoir peut-être de la remédiation scolaire, de l'accompagnement spécifique, de l'accès en français langue étrangère, parce qu'on a des étudiants qui nous viennent quand même de quatre coins de toutes les cultures et de toutes les langues, et donc effectivement de pouvoir faire l'aide la plus adaptée possible. Alors là, c'est pas mal ça. C'est super, sauf que pour ça, c'est un contrat, donc a priori c'est la fonction même du CPS. Pourquoi glisser ça dans un contrat où on implique l'usager à signer de manière systématique ses engagements ? Le ministre dit que c'est pour responsabiliser les gens. C'est pour responsabiliser, ça nous en sommes d'accord, mais je pense que nous responsabilisons déjà bien assez nos usagers. Je pense que l'outil du PIS, pour peu qu'il puisse être utilisé dans un certain nombre de cas pertinent, où c'est un outil de travail social, d'accompagnement pertinent. Nous avons toujours dit, et nous avons été dans nos relations avec le ministre très précis sur ces questions, si ça reste un outil d'accompagnement social, c'est bien. Mais ici, si ce qu'on veut faire, c'est le généraliser à tous pour le mois d'octobre, je pense, pour le mois de septembre. C'est-à-dire pour le 1er septembre, en fait, tous les nouveaux devront être sur le cas, et tous ceux qui sont dans l'année, on devra le faire rétroactivement. Donc ça va être une charge administrative de dingue. Et donc, pour pouvoir bien utiliser cet outil d'accompagnement, il faut être dans les conditions de le faire. Or, les CPS des grandes villes ont déjà tellement de dossiers, avec tellement de charges administratives, de contrôle et de rigueur, qu'en fait, trop de PIS tue le PIS. Le PIS peut être, dans un certain nombre de cas, un bon outil. L'utiliser, le systématiser, risque de le tuer et d'en faire un acte administratif, peut-être même électronisé, peut-être même avec du contrôle, et nous amener à faire moins bien notre travail, avec une surcharge de travail, et aussi, quelque part, si l'usager ne comprend pas tous les tenants et les aboutissants, et les représentants des usagers ont clairement expliqué que les conditions d'égalité des deux co-contractants n'existaient pas, puisqu'il y a quelqu'un qui est dans l'urgence à avoir besoin d'une aide, il est prêt à signer n'importe quoi pour obtenir. Si jamais il ne rencontre pas toutes ces obligations, potentiellement, il est susceptible d'une sanction d'1 mois, avec des sursis parfois, et parfois jusqu'à l'exclusion. Et donc, effectivement, ça a des répercussions très importantes sur le sort de l'allocataire. Donc les CPS ne sont pas pour cette généralisation ? Les CPS ont clairement expliqué que nous préférions que ça reste au cas par cas. Ok. Alors, un chiffre de la semaine, on apprend qu'un enfant sur 4 à Bruxelles a ses 2 parents chômeurs. Des chiffres sur la pauvreté infantile, on en reçoit très souvent. Les constats, on les connaît. Qu'est-ce qu'on fait face à ça ?
Mais effectivement, c'est peut-être même l'essence du sujet que j'aurais voulu qu'on aborde aujourd'hui. Mais on aura Parce qu'effectivement, je pense que la pauvreté infantile, Bruxelles aujourd'hui, un enfant sur 4 en situation de pauvreté, c'est impossible. Je pense qu'en termes de stratégie, on devrait plutôt, et il y a des programmes fédéraux qui existent dans la réduction de la lutte contre la pauvreté ou dans la lutte contre la pauvreté, de développer des systèmes de coordination sociale pour faire du réseau avec tout l'enseignement, avec tout l'associatif des territoires de chacune de nos communes de la région bruxelloise, pour faire du diagnostic précoce, accompagner les gens, aller au-devant de leurs besoins pour exprimer et informer les gens sur les aides dont ils peuvent disposer, pour tout de suite mettre en place des suivis psychopédagogiques, pour mettre en place des dispositifs d'aide à l'alimentation. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le non-recours au droit dans de nombreuses situations. De très nombreux enfants vivent en situation de pauvreté. Les parents n'ont pas de revenus, les deux, et c'est souvent aussi une femme seule avec 2 enfants parfois, qui se retrouvent dans l'inconnaissance totale des aides auxquelles elle peut prétendre pour soutenir l'avenir de l'enfant. Je pense que l'enjeu, c'est la non-reconduction de la pauvreté. Le fédéral est d'accord là-dessus, nos ministres en charge sont là-dessus. Sauf que c'est là-dessus, je pense, que nous devrions beaucoup plus focaliser pour l'avenir des jeunes de notre ville, notre action est de se concentrer. Et pour le moment, des coordinations sociales avec un projet spécifique de lutte contre la pauvreté infantile en région bruxelloise, il y en a trop peu. Et donc, effectivement, je préférerais beaucoup plus que nos travailleurs sociaux concentrent leur énergie là-dessus que sur la fraude, la lutte contre la fraude sociale, qui, je le rappelle, peut être réduite à la portion congrue si on nous permet de bien faire notre boulot. Voilà ce qui lit les dossiers. Le PS, on l'a lu dans le Soir ce matin, ça gronde en interne? Ça gronde en interne. Bon, je pense que ça fait quand même pas mal de temps. Et les gens aiment bien, ça fait tout de suite chaud. Je pense qu'on oppose 2 grandes personnalités. Lieu du repos, Paul Magnette. Paul Magnette, un brillant professeur d'université que j'ai le plaisir d'entendre, qui est Paul Magnette et qui représente tout l'élan d'une génération de gens savants et qui ont appris beaucoup de choses et qui sont d'une réactivité et qui sont pour moi effectivement l'avenir du parti. Et un homme qui l'incarne aujourd'hui, qui l'a incarné y compris au pouvoir, qui par lui-même et par son propre vécu est le symbole d'une réussite d'une immigration italienne qu'on vient de fêter, qui est un homme de combat et de valeur. Mais c'est vrai que quand on a incarné le pouvoir, et le pouvoir dans un gouvernement de coalition, donc qui représente des compromis, qui sont souvent des compromis insupportables pour les militants de la base et les gens de gauche convaincus, qu'effectivement certains des compromis qui ont dû être concédés par le Premier ministre qui était Elio Di Rupo, sont aujourd'hui sur lui comme une charge, un poids. Il porte son singe, comme on dit souvent au travail social, et je pense qu'effectivement ça obère toute la qualité de l'homme et toute la qualité. Mais je gage qu'il gagnera et qu'il récupérera sa virginité par un travail de fond et d'intelligence comme il l'a toujours fait. Et donc ça grogne au PS ? Ça grogne, ça grouille, mais vous ne croyez pas qu'un parti ait une contradiction et des échanges d'idées, ça ne doit pas avoir lieu dans un mouvement démocratique. Moi, en tout cas, je suis convaincu qu'en général, le meilleur sort de la dialectique et pas d'un espèce de consensus mou. Très bien, je vous remercie d'être venu sur ce plateau, je vous remercie de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information, c'est dans le journal. Bel après-midi à tous.